Hop, je vais lancer l'enregistrement. Donc, du coup, pour refaire le point, c'est vraiment une après-midi de sensibilisation, de présentation à la certification. Donc, on verra qu'est-ce que la certification de manière générale, quel est le rôle des représentants des usagers, comment vous pouvez vous impliquer dans vos établissements et comment vous allez être impliqué via cette nouvelle certification, mais également les points clés de la nouvelle certification sans aller trop dans le détail, mais vraiment de vous présenter les points essentiels de cette nouvelle certification. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour des soucis techniques, pour éviter les interférences, de couper vos micros, laissez vos caméras allumées si vous avez assez de bande passante. Vous pouvez toujours poser vos questions en réactivant les micros ou alors il y a le petit chat, la petite main levée, si vous souhaitez nous interpeller sans souci. Donc, pour vous faire un petit rappel assez rapide, c'est un webinaire qu'on a réalisé donc, avec France Asso Santé. Donc, nous sommes le réseau Santé Qualité Risque. Donc, c'est un réseau qui est ouvert aux professionnels, aux établissements, aux services sanitaires et aux médico-sociaux de la région des Hauts-de-France. Donc, la plupart des établissements que j'ai entendus, Polyclinique de Grande-Sainte, etc., sont adhérents chez nous. Donc, on a 140 adhérents, dont 57 en Nord-Pas-de-Calais, 57% en Nord-Pas-de-Calais et 43% en Picardie. Oh, pardon, hop. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'on aide les établissements, on organise des appuis, des groupes de travail, etc. On aide les établissements à passer leur visite de certification de manière générale. Donc, notre engagement, c'est vraiment de contribuer au développement du management par la qualité et la gestion des risques. Avec des principes forts, on a apporté aux professionnels, aux services et aux établissements sanitaires et médico-sociaux un appui opérationnel. On développe des expériences innovantes et des projets pilotes. On mutualise et on valorise les expériences et expertises régionales. On garantit l'expertise des intervenants du réseau. On renforce et on partage la culture d'évaluation et de sécurité en santé. Et on intègre l'usager comme coacteur de la qualité et de la sécurité des soins. C'est vrai que du coup, on ouvre nos formations aux représentants des usagers. On a un catalogue de formation qui est disponible sur notre site internet, donc si vous le souhaitez. Et on ouvre aussi nos groupes de travail et nos projets aux représentants des usagers. Donc, on a vraiment la volonté du réseau, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche de proximité et de réponse aux besoins de ses membres, donc aux établissements adhérents chez nous. Donc, les activités du réseau, donc pour tous les professionnels de la région, en fait, on a été nommé structure régionale d'appui par l'ARS. On apporte un appui au niveau des événements indésirables graves. On organise des rencontres régionales, des formations ciblées, des accompagnements ciblés, des projets régionaux et on participe aux instances régionales. Donc ça aussi, les représentants d'usagers peuvent y participer. Et pour les adhérents uniquement, donc si votre établissement est adhérent chez nous, on propose des groupes de travail, des audits croisés, des enquêtes régionales, des appuis au groupement, des projets nationaux via notre fédération, la FORAP, des formations, des accompagnements, etc. Si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas, on reste à votre disposition si vous souhaitez participer à un groupe de travail, une formation ou quoi que ce soit au réseau. On reste bien évidemment ouvert. Donc pour la première partie, qu'est-ce que la certification? Donc la certification, elle est pilotée par la Haute Autorité de Santé, ce qu'on appelle la HAS. Elle concerne tous les établissements de santé, que ce soit hôpitaux et cliniques, publics ou privés. Elle évalue la qualité et la sécurité des soins pour améliorer la qualité des prestations. Elle s'intéresse à la fois à la prise en charge, à l'expérience des patients et au pilotage de l'établissement. Donc, c'est un dispositif d'évaluation externe, c'est-à-dire que des experts visiteurs vont venir dans l'établissement évaluer l'établissement, indépendant et obligatoire. Et cette certification a lieu tous les 4 ans. Donc, qu'est-ce que la Haute Autorité de Santé? Qu'est-ce que la HAS? C'est vrai que quand vous allez entendre parler de certification dans l'établissement, on va très certainement vous parler de la HAS. Donc, c'est bien. Qu'est-ce que la HAS? Donc, la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. Donc, elle a été créée par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Et donc, elle vise à développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social au bénéfice des personnes.
Donc, elle travaille aux côtés des pouvoirs publics, donc elle éclaire la décision, avec les professionnels pour optimiser leurs pratiques et les organisations. Et au bénéfice des usagers, dont elle renforce la capacité à faire leurs choix. Pourquoi la certification? On va dire la raison principale, c'est apporter une réponse pertinente et équilibrée aux attentes. Au niveau des usagers, pour leur permettre d'avoir connaissance du niveau de qualité et de sécurité des soins d'un établissement de santé. Au niveau des professionnels, les professionnels pourront utiliser la certification comme outil de management interne et d'amélioration des pratiques. Et les autorités de tutelle, où elle aura un rôle dans la régulation par la qualité. Donc, qui est certifié? Donc, c'est tous les établissements de santé, que ce soit publics ou privés, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, que ce soit du MCO, de la chirurgie, de la santé mentale, de l'hospitalisation à domicile, etc. Tous les établissements de santé sont concernés par la certification. Alors, pour vous expliquer un peu comment se passe, est-ce que pour l'instant ça va? Alors, comment se passe la visite? Donc, en fait, une visite de certification, votre établissement va s'y préparer pendant quelques mois, quelques années. Et donc, à un instant T, des personnes qu'on appelle des experts visiteurs mandatés par la Haute Autorité de Santé, donc par la HAS, vont réaliser une visite de certification. Cette visite dure en moyenne 2 à 5 jours. Les experts visiteurs vont donc évaluer le niveau de la qualité des soins de l'établissement. Cette visite, elle va s'appuyer sur un référentiel, donc un guide qui va décrire la démarche. Donc le référentiel est disponible sur Internet. Un manuel. Aujourd'hui, c'est 15 objectifs pour les établissements qui sont déclinés en plusieurs critères. Donc vous allez avoir des critères sur la bientraitance, vous allez avoir des critères sur la douleur, vous allez avoir des critères sur les médicaments. Voilà, des critères qui, on va dire, englobent toute la prise en charge du patient. L'établissement va avoir un calendrier de visite et les experts vont utiliser différentes méthodes. Je vous ai donné comme exemple des entretiens avec des patients pour retracer leur parcours lors de leur hospitalisation, des entretiens avec les professionnels, des entretiens avec les représentants des usagers, etc. pour connaître un peu votre ressenti et votre implication dans l'établissement. Les entretiens avec les patients, c'est également pour reconnaître leur ressenti sur leur prise en charge, etc. Comment leur séjour s'est déroulé au niveau de la qualité, de la sécurité des soins, au niveau de la bientraitance, au niveau de la douleur, etc. On leur posera un certain nombre de questions. Et donc, qu'est-ce qu'un expert visiteur? Donc, la certification, c'est une évaluation par les pairs, ce qu'on appelle des experts visiteurs. Ce sont vraiment des professionnels en activité ou à la retraite depuis moins de 3 ans. Ça peut être des médecins, des cadres de santé, des gestionnaires, des responsables qualité ou gestionnaires de risque, etc. Et souvent, l'équipe qui vient dans l'établissement est composée de 2 à 4 experts visiteurs et ils sont parfois plus nombreux quand c'est un établissement de grande taille. Qu'est-ce que le manuel de certification? Donc, c'est vraiment le socle du dispositif de certification. C'est là où en fait vont être listés les objectifs et les critères à satisfaire par l'établissement et tous les éléments nécessaires à leur compréhension et leur évaluation. Comme je disais tout à l'heure, dans ce manuel de certification, vous allez avoir par exemple pour exemple la bientraitance. Voilà, qu'est-ce que les experts visiteurs vont aller chercher derrière la bientraitance? Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher derrière la douleur, etc. On va voir ensuite plus en détail. Cette approche facilite ainsi son appropriation par les professionnels et les représentants d'usagers. Vous pouvez vous appuyer sur ce référentiel pour réaliser votre évaluation interne de manière autonome et vous en servir vraiment comme outil de pilotage de l'amélioration continue de la qualité. Mais c'est également, les experts visiteurs vont également utiliser ce manuel de certification comme document de référence pour la conduite de la visite. Je vous ai remis du coup le manuel de certification. Vous avez le lien, vous allez pouvoir le télécharger si vous le souhaitez. Donc en fait, dans le manuel, on retrouve vraiment toutes les infos, tous les critères
qui sont applicables à l'établissement. Si par exemple on prend la prise en charge de la douleur, je vous ai mis un exemple. On a le critère 1.2-08, le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur. Vous avez du coup un petit descriptif. Et donc, on vous demandera au niveau du pilotage de mettre à disposition des recommandations de bonne pratique et de former les professionnels. Ça, c'est ce qu'on demandera au niveau du pilotage de l'établissement. En action, on demandera aux professionnels d'anticiper ou soulager rapidement la douleur du patient. C'est ce que les experts visiteurs iront chercher. D'argumenter la pertinence des décisions des prises en charge et d'appeler si besoin un réseau d'équipes de recours ou d'expertise. Et l'évaluation, donc mettre en place des plans d'action d'amélioration après l'analyse de résultats cliniques et des indicateurs d'évaluation de la prise en charge de la douleur. Donc c'est vrai que si on regarde le critère est en rouge, on dit que c'est un critère impératif. Donc c'est un critère, l'établissement, on va dire, n'a pas le droit d'avoir une évaluation négative à ce sujet. Il doit répondre favorablement à ce critère. Donc vous avez tout le descriptif. Ensuite, vous allez avoir les éléments d'évaluation, ce qui va être demandé aux patients, ce qui va être demandé aux professionnels et ce qu'on ira chercher au niveau de la consultation documentaire. C'est vraiment un outil pour vous aider, vous, à vous imprégner de la certification et à savoir ce que les experts visiteurs vont aller chercher dans l'établissement. Et pour les experts visiteurs, c'est un outil de pilotage, c'est avec ça qu'ils vont réaliser leur visite de certification. Pour la prise en charge de la douleur, donc je vous ai remis un petit schéma donc avec les mesures à mettre en œuvre dans la prise en charge de la douleur. Donc, recherche et mesure de la douleur. Au niveau du traitement de la douleur, ce qui va être recherché. Mise en œuvre pluriprofessionnelle de la stratégie de prise en charge. Réévaluation du patient. Si nécessaire, recours à un réseau d'expertise. Et du coup, la traçabilité dans le dossier, ça, du coup, c'est tout ce qu'on a vu avant. Ensuite, donc, quels sont les résultats de certification? Donc, on est sur 4 niveaux. Des établissements certifiés avec mention, une nouvelle visite sous 4 ans. Des établissements certifiés, nouvelle visite également sous 4 ans. Des établissements certifiés sous condition avec une visite reprogrammée entre 6 et 12 mois. Et des établissements non certifiés avec une visite reprogrammée entre 12 et 24 mois. Ensuite, une fois que les experts visiteurs seront passés dans l'établissement, l'établissement va recevoir son rapport de certification. Ce rapport de certification, ensuite, il y aura une diffusion des résultats. Donc, c'est une diffusion publique des résultats sur le site internet de l'AHS et sur Scope Santé. Une diffusion aussi auprès de l'Agence régionale de santé et une diffusion à l'établissement. L'établissement se doit de diffuser le résultat dans son établissement ou au moins à l'accueil et dans ses services. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie un peu généralité? Pour l'instant, ça va. Après, là, vous allez peut-être... après, vous connaissez, il y en a qui connaissent sûrement, si certains découvrent. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas, hein, vous aurez nos adresses mail à la fin, à nous envoyer un petit message, le temps de digérer un peu les choses. Moi, j'ai une question, Laurine, pardon. Oui. A-t-on déjà eu des obligations d'amélioration? Je ne parle pas pour cette certification-là, mais pour les précédentes certifications. Est-ce qu'on a déjà eu des établissements qui ont eu des recommandations parce qu'ils n'ont pas impliqué suffisamment les usagers dans la démarche? Moi, à ma connaissance, non, mais après, peut-être que... Ouais. Et alors, dans l'ancienne certification, il n'y a pas eu trop d'écho, mais apparemment, dans la nouvelle certification, et c'est ce que tu as montré après, alors ça, on n'a pas encore eu l'info des 90 premiers établissements passés, et c'est une question qu'on pourra rechercher sur l'établissement qui n'implique pas assez ses usagers dans la démarche. Mais pour le moment, on n'a pas eu de retour sur les 90 établissements qui ont déjà passé la visite. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci, merci. C'est une question qu'on devra se poser.
Alors ensuite, pour la partie suivante, donc quelle est la place des représentants des usagers dans cette certification? Ou au moins, comment vous vous impliquez dans cette certification? Donc, quel est le rôle des représentants des usagers dans la certification? Déjà, premier, on va dire, premier rôle, c'est de porter la voix des usagers. Ensuite, d'instaurer un partenariat avec les professionnels de santé, les responsables médicaux et managériaux. Là, vous allez voir que vous allez avoir un rôle essentiel au niveau du partenariat entre les médecins, les professionnels de santé, mais aussi au niveau du pilotage des instances, etc. Et ensuite, le troisième rôle, c'est bien de participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins des patients. Donc, vos interlocuteurs dans l'établissement sont principalement, là, c'est une liste, elle est non exhaustive, mais c'est souvent les personnes responsables de la relation avec les usagers, les directeurs d'établissement, le directeur qualité, l'ingénieur qualité, etc. Ce sont du coup vos 4 interlocuteurs principaux dans l'établissement. Alors, si on reprend les étapes de la certification, donc la démarche de certification se déroule en 4 étapes. Vous avez l'engagement de l'établissement dans la procédure de certification et ensuite l'établissement va se préparer à la visite des experts visiteurs. Ensuite, il y aura la visite des experts visiteurs, la décision de certification et enfin la publication des résultats et le retour par l'établissement. On va revoir ces étapes une à une. Donc, l'engagement de l'établissement dans la procédure de certification. Donc, la première étape, l'établissement, donc la direction de l'établissement, va intégrer des données issues des bases nationales, va valider et mettre à jour les données de l'établissement. Et ensuite, il pourra se préparer à la visite de certification. Donc, j'ai mis quelques exemples pour les représentants des usagers. Là, c'est l'occasion au moment de la préparation de prendre contact avec la direction, avec le responsable qualité, prendre connaissance du manuel de certification, participer à l'évaluation interne, comment vous pouvez vous impliquer, etc. Préparez votre rencontre avec les experts visiteurs. On viendra plus en détail après. Là, je vous ai mis vraiment les points essentiels. La deuxième étape, donc, c'est la visite des experts visiteurs. Donc, la visite des experts visiteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se fera en plusieurs jours. Et chaque jour, en fait, il y aura une séance inaugurale, donc avec implication dans la certification, quelle collaboration les représentants des usagers vous avez avec les professionnels, quel est votre rôle dans l'établissement. Des bilans journaliers avec la participation à la réflexion de la direction et des équipes, vous allez vraiment être impliqués. Et au cours de la visite, il y aura une rencontre spécifique entre vous et les experts visiteurs, où les experts visiteurs, du coup, vont recueillir votre expérience. Et ensuite, au niveau de la séance de restitution, vous allez participer à la présentation des résultats. Je vous ai remis un peu des exemples de questions qui peuvent vous être posées en tant qu'expert visiteur. Donc, si on reprend un petit peu par grande thématique, au niveau du recueil et de l'expression du patient, voilà les questions qui peuvent vous être posées. Les résultats des différentes enquêtes de satisfaction des patients vous sont-ils communiqués? Contribuez-vous à leur analyse? Participez-vous à l'élaboration d'autres enquêtes de satisfaction? Au niveau de l'implication dans l'établissement, considérez-vous avoir été accueilli et intégré lors de votre arrivée dans cet établissement? Si oui, comment? Assistez-vous régulièrement aux instances réglementaires? Quel rôle avez-vous dans ces comités? Vos propositions sont-elles prises en compte? C'est des exemples de questions qui vont vous être posées. Au niveau des événements indésirables graves, on peut vous poser la question, avez-vous accès dans un délai raisonnable au courrier, plainte et réclamation? Sinon, pourquoi? Êtes-vous informé des réponses apportées par l'établissement? Avez-vous connaissance des événements indésirables graves, des événements indésirables associés aux soins, des résultats des enquêtes de satisfaction? Oui, satis. Êtes-vous associé à l'analyse de ces retours d'expérience des patients et usagers? Et participez-vous aux évaluations des plans et actions entreprises et à leur suivi? Donc là, voilà, c'est des exemples de questions. Vous pouvez tout retrouver dans le manuel de certification. Je pense qu'il y a une petite dizaine de pages qui vous est consacrée, donc vraiment pour les représentants des usagers, avec voilà, votre rôle, les exemples de questions pour commencer à vous préparer. C'est vrai que le jour J, le jour de la visite,
les experts vont demander que vous soyez présent et du coup, ils vous prendront en entretien. A priori, ce serait dans une salle rien que experts visiteurs et vous, représentants des usagers. Et donc là, ils vont vous poser des questions. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Quelle est votre implication? Et notamment ce type de questions également. Ensuite, la troisième étape, c'est la décision de certification. Donc la HAS, les experts visiteurs, une fois qu'ils seront passés dans l'établissement, donc ils vont faire un petit point à l'établissement sur ce qu'ils ont vu, quels sont les points à améliorer, quels sont les points forts. Et ensuite, ils vont réaliser le rapport de visite. Donc la HAS va transmettre le rapport de visite à l'établissement. L'établissement transmet ses observations. L'établissement a le droit de réaliser des observations à réception du rapport. Et ensuite, il y a une commission de certification au niveau de la Haute Autorité de Santé qui va émettre une décision de certification après ces observations. Et donc, la quatrième étape, une fois que la commission aura pris sa décision de certification, il y aura la publication des résultats et le retour par l'établissement. Donc, diffusion publique des résultats sur le site de l'AHS et Scope Santé, diffusion auprès de l'Agence régionale de santé et diffusion à l'établissement. Donc, vraiment une publication des résultats dans l'établissement au niveau de la CME et de la CDU. Et donc, c'est là aussi où, même une fois que les experts visiteurs ont réalisé la visite de certification, ce n'est pas fini parce que vous pouvez aussi être inclus dans le plan d'action. Il y aura des points forts, des points améliorés. On vous demandera, bah voilà, est-ce qu'on peut vous inclure dans un plan d'action et essayer d'améliorer les choses sur ce qui n'a pas été lors de la visite. Donc, pourquoi s'impliquer dans la certification? Donc, c'est surtout de renforcer les droits collectifs et individuels des usagers. Donc, faire connaître et faire évoluer la représentation des droits des usagers et favoriser la collaboration aux représentants des usagers professionnels de santé. Ensuite, contribuer à la transparence de la procédure et favoriser la confiance en la certification, basée sur des retours, des points de vue qui, en les croisant avec ceux des professionnels, parce que c'est vrai que vous allez vivre la visite de certification, les professionnels également, qui vous permettra d'obtenir une photographie beaucoup plus complète de la situation de l'établissement, de ses forces et de ses faiblesses. Ça va aussi favoriser la résolution des dysfonctionnements constatés dans l'établissement. Le représentant des usagers peut jouer également un rôle dans l'information sur l'existence et les enjeux de la certification auprès du grand public. Et c'est également le porte-parole de l'expérience et des attentes des usagers. Vous allez également participer à l'ouverture d'un nouvel espace de dialogue et d'information lié à la démarche qualité et sécurité des soins et à la promotion des approches centrées sur le patient. Donc, c'est vrai que vous allez du coup, surtout avec cette nouvelle itération de la certification, les établissements vont beaucoup plus vous impliquer dans cette certification. Vous allez vraiment avoir un rôle, on va dire, essentiel parce que déjà, les experts visiteurs vont regarder eux-mêmes votre implication dans l'établissement, comment les établissements vous ont impliqué, quel rôle il vous a donné, etc. Donc, comment s'impliquer pour faire un petit résumé de tous les propos qui ont été énoncés. Entre représentants des usagers, c'est surtout forger son point de vue, donc rassembler les informations disponibles, les analyser collectivement et produire une synthèse envoyée à l'établissement. Ensuite, avec les professionnels, participer à la préparation, donc participer aux différentes méthodes et participer à la définition des actions d'amélioration et de leurs modalités de suivi. Et enfin, avec les établissements, participer à la visite de certification, donc assister à la séance inaugurale et échanger avec les experts visiteurs leur vision de l'établissement et sur la qualité de fonctionnement de la CDU et assister à la restitution. Donc là, je vous ai remis quelques exemples. Après, c'est des retours d'expérience qu'on a eu d'établissements sur un peu comment vous pouvez vous impliquer dans la certification. Si par exemple, vous allez prendre contact avec les directeurs qualité, ingénieurs qualité, vous pouvez déjà, dans un premier temps, leur demander de participer aux instances.
à la commission des usagers, forcément, à la commission de pilotage qualité. Participer à des groupes de travail. S'il y a des groupes de travail sur des thématiques particulières qui vous tiennent à cœur, vous pouvez demander de participer à ces groupes de travail. Vous pouvez proposer des rencontres avec les usagers. Ça peut être aussi un bon moyen. Vous pouvez participer à des visites d'établissement, ce qui vous permet du coup de voir un peu les dysfonctionnements au niveau de la signalétique. Parce que c'est vrai que les professionnels sont tout le temps dans l'établissement, donc on ne voit plus forcément la signalétique, les affiches, etc. Vous, avec votre regard un petit peu extérieur, vous allez pouvoir vous dire, bah là, la signalétique, finalement, on s'est perdu dans les couloirs. Il faudrait peut-être juste ajouter une petite feuille. L'accessibilité, est-ce que c'est accessible en fauteuil roulant? L'ergonomie, le bruit, la disponibilité des ascenseurs, la présence ou non de poubelles, le suivi des actions d'amélioration. Ça peut être aussi, enfin, c'est quelques idées là qui viennent également, sachant que les experts visiteurs, on va le voir ensuite, mais en fait vont réaliser des observations. Du coup, vous pouvez aussi vous procurer la grille des observations et vous dire, bah voilà, je vais aller dans l'établissement, je vais prendre la casquette d'expert visiteur et me dire, bah voilà, je vais réaliser les observations dans l'établissement. Est-ce que je retrouve les affiches qui correspondent? Est-ce que la signalétique est la bonne? Est-ce qu'il y a assez de... Est-ce que je retrouve du gel hydroalcoolique? Voilà, c'est c'est quelques idées d'action qui vous permettent de vous impliquer, qui sont assez faciles et qui pourront notamment aider les directions qualité à s'évaluer. Après, vous pouvez participer en tant qu'observateur dans les audits réalisés par l'établissement, dans les phases de préparation à la visite de certification, dans les analyses des résultats, etc. Vous pouvez utiliser les sources d'infos qui sont mobilisables, le registre des réclamations, les lettres de satisfaction et les lettres de réclamation, les résultats des questionnaires de satisfaction, les questionnaires de sortie, les enquêtes auprès des usagers. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander aux ingénieurs qualité. Et aussi en participant à l'analyse et à la synthèse anonymisée des événements indésirables. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu quelques idées d'implication, d'actions que vous pouvez réaliser en établissement. Ce n'est pas du tout exhaustif, hein, c'est vraiment des idées. Mais voilà, ça peut vous permettre de vous impliquer dans cette certification. Est-ce que vous avez des questions? Ce que vous dites, vous m'entendez? Oui. Ah, on ne vous entend plus. On vous entendait, mais on ne vous entend plus. Vous m'entendez? Oui. Ce que vous dites, c'est très juste parce que tout ce que vous dites là, c'est ce que j'ai vécu. Je crois que l'une des difficultés, c'est que si on veut bien faire son boulot, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, c'est très très chronophage. Parce qu'il y a d'une part la participation à toutes les réunions. Et moi, je me suis amusé à calculer l'année dernière, j'avais 48 réunions différentes. Donc 48 parce que c'est très sectorisé avec le CLIN, le CLUD, le CLAN, etc., etc., etc. Multiplié à une réunion par trimestre, ça faisait 48 réunions dans le trimestre. Si par ailleurs vous voulez être l'oreille et le restituteur des usagers, il faut aussi avoir du temps à passer avec les usagers et les structures où vous pouvez rencontrer les usagers. C'est-à-dire aller d'abord dans l'établissement tranquillement avec une casquette de visiteur au sens public du terme, en discuter avec les gens, puis se rendre un petit peu compte de ce qui se passe, Oui. rencontrer éventuellement aussi les familles en faisant des permanences pour les familles. Donc ça fait que c'est excessivement chronophage, entre guillemets. Mais après ça, effectivement, si on joue le jeu, je crois que par expérience, j'ai encore eu le cas ce matin parce que je me suis tapé un clan pendant 1 heure et demie, parce qu'actuellement les problèmes de bouffe, c'est très très important dans les établissements, avec tout ce qu'on a raconté sur les histoires de repas. Après ça, c'est intéressant et je pense qu'on peut avoir une certaine action. Je pense que c'est valorisant et intéressant. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que l'idée, c'est de vous dégager du temps entre toutes les instances auxquelles vous devez participer. Après, si vous n'êtes pas seul en tant que représentant des usagers, l'idée, c'est peut-être former des petites équipes et puis d'essayer de vous répartir les rôles et de vous impliquer tous chacun de votre côté.
Mais c'est vrai que du coup, participer aux instances, c'est vrai que c'est très, comment dire, ça reste très pilotage, mais c'est bien aussi d'aller, comme vous dites, à la rencontre des usagers, à la rencontre des familles, de réaliser quelques observations. C'est ce qui permet d'avoir un pied sur le terrain. C'est ce qui permet aussi de rencontrer les équipes. Je sais qu'il y a aussi certains établissements de la région qui, en fait, proposent aux représentants des usagers de présenter l'établissement aux nouveaux arrivants, que ce soit des internes, que ce soit des médecins, que ce soit des cadres de santé, que ce soit des infirmiers. C'est le représentant des usagers en binôme qui va réaliser du coup la visite de l'établissement aux nouveaux arrivants. Et en fait, je trouve que c'est une très bonne idée parce que déjà les professionnels vous connaissent, apprennent à vous connaître via cette petite action. Et vous aussi, vous apprenez à connaître les professionnels. Les professionnels, voilà, vont avoir un peu l'idée, vont connaître un peu vos actions, etc. Ils savent vers qui se retourner s'ils ont besoin. Donc voilà, c'est quelques idées d'action qui sont un peu plus terrain que de participer à des instances, etc. Et qui vous permettent aussi de participer à la certification de manière générale. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Après, surtout si, là, c'est des idées d'action, mais faut pas prendre peur si jamais vous avez peur aussi d'aller sur le terrain. C'est vrai que c'est pas facile, c'est on va dire des nouveaux exercices pour vous. Ne pas hésiter à demander d'être en binôme, soit avec l'ingénieur qualité, soit avec une autre personne, d'être vraiment en binôme pour participer et s'impliquer. Oui? Quelles sont les règles justement pour la visite à domicile? Parce que moi, le souci que je rencontre, c'est qu'on ne voit pas du tout les patients puisqu'ils sont à domicile et on n'a pas, entre guillemets, l'autorisation, nous, d'aller à domicile et on n'a pas les adresses. Alors, normalement, pour l'hospitalisation à domicile, vous pouvez aller au domicile du patient si vous demandez avant leur accord. Donc, l'idée, c'est peut-être de recueillir leur numéro de téléphone. Souvent, c'est le retour d'expérience qu'on a, c'est de recueillir les numéros de téléphone, leur demander si vous pouvez passer tel jour à telle heure, de voir avec eux un peu comment ça se passe, etc. Soit via ce biais, le téléphone. Mais vous pouvez intervenir, s'ils sont d'accord, vous pouvez intervenir à domicile sans souci. Oui, justement, c'était le sujet que je voulais aborder. Dans les petites structures comme dans les HAD ou dans certaines petites cliniques, il n'y a pas de problème, on peut se faire reconnaître facilement. Mais dans un centre hospitalier, il n'y a rien, on n'a pas de papier officiel, on n'a rien qui prouve notre qualité de représentant d'usagers et qui nous permette de circuler dans l'établissement, d'avoir des autorisations. Il n'y a pas vraiment une reconnaissance, sauf à prendre contact avec chaque chef de service, et ce qui est encore plus chronophage. Finalement, tout le panorama qu'on vient de faire, il est formidable. C'est dans l'idéal, c'est génial, mais c'est un boulot à 40 heures par semaine. Et donc, il faut bien qu'on arrive à cibler. Et là, c'est toute la différence entre, je pense, de mon point de vue, entre représentant des usagers à l'HAD et en établissement hospitalier. C'est vrai qu'en établissement hospitalier, les retours qu'on a pour impliquer les représentants des usagers, après, c'est vrai qu'il vous faut dégager du temps, mais déjà pour vous identifier, peut-être avoir un petit, un petit collier, un petit descriptif en disant, voilà, je suis représentant des usagers, ne pas hésiter à interpeller les professionnels. De toute façon, c'est ce que les experts visiteurs vont faire le jour de la visite, ils vont être dans l'établissement et ils vont interpeller les professionnels de santé. Donc, vous aussi, vous pouvez, en tant que représentant des usagers, vous mettez une petite cordelette avec représentant des usagers. Au moment de faire vos observations, ne pas hésiter à dire bonjour, je me présente, je suis représentant des usagers. Vous expliquez vos missions sans trop rentrer dans le détail parce que les professionnels ont leur engagement. Mais voilà, l'idée aussi, c'est de s'impliquer de cette manière également. Oui, mais c'était une idée, c'est une proposition que j'avais faite à l'ARS il y a très longtemps, au tout début.
que l'ARS nous fournisse un macaron spécial qui atteste de notre responsabilité. Parce que quand on est représentant, on est en même temps responsable. Donc, quand on va quelque part, si on a une petite carte de l'ARS certifiant attestant notre qualité de représentant et notre mandat, puisque c'est bien l'ARS qui nous désigne, ça nous met plus à l'aise vis-à-vis des personnels qu'on rencontre. Oui, je vois Maureen de France Asso Santé qui a présenté, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un petit badge. Non, on n'a pas vu. Alors, je pense que c'est un petit badge et il est indiqué représentant des usagers de la santé. Et l'idée, c'est peut-être de mettre ça quand vous entrez dans l'établissement. Oui, mais ça, moi, j'ai déjà des badges. J'ai déjà des badges au titre d'APF France Handicap, puisque c'est là que je milite. Mais moi, j'aimerais bien un papier officiel de l'ARS, puisque toute notre nomination dépend de l'ARS. On est nommé par l'ARS sur proposition de nos associations. Donc, moi, je pense qu'il doit y avoir de la part de l'ARS une implication à nous reconnaître. Et parce que jamais, je n'ai vu de publicité à la télé ou n'importe où sur le rôle des représentants des usagers. Pourtant, ça nous aiderait bien dans notre mission. Oui, ça c'est sûr. Après, ouais, c'est vrai que c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Non, mais je sais bien que vous n'avez pas de réponse, forcément. Mais... Ouais. C'est très politique, en fait. Hein, Oui. Ouais. On se posait la question. Ça vous permettrait de… On se posait déjà la question du temps du 6, donc oui, c'est pas récent. Ouais. Mais c'est vrai que ça vous permettrait d'avoir un accès un peu plus facile dans les établissements, d'avoir un peu plus de reconnaissance que les… Surtout que les gens à qui on s'adresse sachent à qui ils ont affaire, qu'on n'est pas des inuperlus, qu'on n'est pas des usurpateurs, parce qu'à la limite, n'importe qui peut se présenter en disant « je suis exactement. Ouais. Quand on a fait une visite il n'y a pas longtemps dans la clinique où j'étais avec une collègue, on est allé dans les services, la première secrétaire à qui on s'est adressé, on vient en tant que représentant des usagers. La pauvre dame, des usagers, où est-ce qu'il y a des usagers ici? Déjà, rien que d'usagers, pour les personnels hospitaliers, c'est déjà déstabilisant. Vous voyez? Donc, moi, j'avais longtemps parlé au début de patients, plutôt représentants des patients. Mais on m'a dit, bon, mais on peut être représentant des personnes aussi qui fréquentent les structures médicales sans y être traités. Donc, c'est pour ça que le terme d'usager est plus global que le terme de patient. Tout à fait. Mais en fait, les usagers qui ne sont pas patients, généralement, ils sont en mesure de se débrouiller par eux-mêmes. Ils sont moins victimes d'atteinte à la personne ou de problèmes que le simple usager qui va… Si j'ai des problèmes pour prendre un rendez-vous à l'hôpital, bon, c'est tout, je sais comment faire. Par contre, si je suis dans ma chambre tout seul, c'est plus gênant. Oui, c'est sûr. Après, c'est pour ça, oui, tout à l'heure, c'est ce que je disais, peut-être réaliser vos premières actions en binôme. Ça peut peut-être aussi aider et vous aider un peu plus à vous faire connaître, mais ouais. Après, non, mais le binôme, c'est très bien, mais il faut que le binôme soit reconnu aussi. Il faut que chaque élément du binôme doit être reconnu. C'est évident que si je me promène je prends l'exemple d'une clinique, parce que l'HAD, c'est plus restreint comme action. Mais si je me promène dans les services de la clinique avec le directeur, bon, parce qu'à l'hôpital, le directeur ne va pas se déplacer avec moi, c'est évident. Mais dans une clinique, bon, si je me déplace avec le directeur dans les services, on va m'écouter. Par contre, si je me déplace tout seul, on me dira, je peux même tomber sur des médecins qui me diront, mais monsieur, de quoi vous vous mêlez? Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est sûr. Après, je vous dis, le binôme, moi, je voyais plus représentant des usagers, ingénieur qualité ou personne responsable pour au moins vous faire connaître. Voilà. Binôme avec quelqu'un d'établissement, mais encore faut-il que quelqu'un soit libre. Oui, c'est évident. Oui, d'accord. Je ne l'avais pas compris dans ce sens-là. Oui, mais c'est vrai qu'il faudrait avoir une carte spécifique. Dès qu'on est nommé, pour être reconnu, il faudrait avoir vraiment un titre, une carte, oui. Officielle. Parce que là, il y a une carte officielle avec le logo, parce que là, c'est vrai que faire un cordon avec un petit mot dessus, tout le monde peut le faire, n'importe qui peut rentrer n'importe où. C'est dans un CHU, c'est pas possible, quoi. Ouais.
Excusez-moi, je vais me permettre de compléter ce que vous dites et c'est assez intéressant. En fait, Merci. vous êtes missionné par l'ARS. L'ARS vous donne une sorte de fiche de mission, un ordre de mission, et vous êtes missionné, mandaté par l'ARS, et elle vous dit, bah tiens, ce serait bien, vous êtes représentant d'usagers pour tel ou tel établissement. Après, d'un point de vue, je mets des guillemets sur la partie réglementaire ou juridique, en fait, vous êtes là vraiment en soutien, en appui, en termes d'avis et de recommandations, en soutien et d'appui ce qu'on appelle du service, alors pas forcément du service qualité, mais de ceux qui animent la démarche qualité dans l'établissement. Ce n'est pas que la qualité, hein. C'est le président de CME, vous l'avez dit, c'est le directeur de l'établissement, etc. Vous êtes vraiment en soutien, avis et recommandations. Le texte est assez précis d'ailleurs, hein. Il parle d'avis et de recommandations. Le législateur, pour le moment, contrairement à certains pays nordiques, ne prévoit pas que vous puissiez, je mets encore des guillemets, débarquer comme ça en disant « Allez hop, on va faire une inspection ». Voilà, le législateur ne le prévoit pas. Par contre, ce que le législateur a prévu, et ce qui est assez inédit en France quand même, c'est qu'il faut tenir compte de vos avis et de vos recommandations. Et pour tenir compte de vos avis et recommandations, il faut que l'établissement mette en place un système, qu'il soit sanitaire ou médico-social, un système, à travers d'audits ou autre, qui tienne compte de vos avis. Alors, soit vous faites du patient traceur, c'est ce qu'a fait Laurine, et un excellent outil, hein, c'est ce qu'a fait Laurine et M. Abraham sur ce patient pour détecter, le patient traceur pour détecter les points d'anomalie, etc., etc. Et je dirais que tout l'enjeu dans les 10 prochaines années, c'est de plus en plus, parce que vous avez un regard que le service qualité n'a pas, que les soignants n'ont pas, et vous avez un regard privilégié. Et c'est pour ça qu'on parle d'usager, parce que dans l'usager, il y a aussi bien le patient que la famille, l'entourage, mais tout ce qui vient connexe, l'assistante sociale, etc., etc. Et vous avez un regard privilégié pour dire, bah, par exemple, là, ce que vous dites, le patient, il ne peut pas comprendre. Le courrier que vous donnez, c'est incompréhensible, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est de plus en plus, si vous, on va devoir, j'entends des super nouvelles, hein, vous êtes associé au clan et tout, pour émettre des avis de recommandation dans le sens de l'usager. J'ai beaucoup de choses sur le Donc feu. après, normalement, avec l'ordre de mission que vous a donné l'ARS, vous avez, entre guillemets, le pouvoir d'émettre des avis de recommandation que l'établissement doit intégrer dans sa démarche, à plus ou moins long terme. Et votre enjeu, en fait, c'est d'être suffisamment patient, et c'est l'enjeu de France Asso Santé, de gérer votre frustration, petit à petit instiller les besoins des usagers, famille, entourage, à travers les associations, les maladies chroniques, etc. Voilà, et je m'arrête là. Merci. Merci Cédric. Alors, je voulais préciser que nous, en France Asso Santé, on est là pour ça. Il y a tout le travail grand public pour faire connaître votre travail de RU, votre présence dans les hôpitaux. Il y a des campagnes, alors on ne les voit pas beaucoup, mais il y a des campagnes qui sont parfois lancées et on essaye aussi de vous outiller. Je vous présentais le badge, mais c'est parfois anecdotique, mais avoir un badge représentant des usagers pour arriver en établissement, bah, c'est déjà une petite légitimité qui arrive comme ça avec ce badge. Et nous, on essaye de vous outiller pour avoir toutes ces choses. Je pense à quelque chose de très particulier. On a une vidéo qui est disponible sur notre site internet qu'on peut mettre à disposition de n'importe quel établissement qui souhaite le diffuser sur ses écrans dans l'établissement, par exemple. Et ça, c'est… Oui, allez-y. Comment peut-on obtenir ce badge ? Eh ben, le badge, il faut venir à nos événements. En fait, on a commencé à le distribuer à nos assises en décembre. Et sinon, vous nous envoyez un mail et on peut vous le faire en envoi postal. D'accord, parfait, merci. Mais voilà, nous, on essaye d'avoir tous ces petits outils de communication puisque bah, vous êtes les personnes qui sont auprès des usagers. C'est vous qui pouvez le mieux communiquer auprès de ces usagers. Donc, on vous donne ce qu'il faut. On essaye d'avoir des affiches qu'on distribue aussi dans nos événements pour vous dire, voilà, vous avez ça si vous voulez mettre dans votre… Vous parlez de ce petit badge-là ? Exactement. D'accord, je me demandais à quoi il servait et effectivement, je viens de le retrouver dans le dossier. Effectivement, je l'ai vu aux assises d'Arras. Et ben voilà, ça, on vous invite à le porter. L'idée, c'est que ça, c'est un badge qu'on France Asso Santé remet à tous les RU membres des associations agréées sur toute la France. Donc, c'est un outil que si vous l'utilisez,
Ouais, au niveau national, tous les RE pourraient avoir ce badge et être reconnus. Donc bon, voilà, on essaie de mettre des petites pierres, de lancer des choses, voilà. Et je vois que j'ai une main levée. Oui, je voulais revenir sur la vidéo que vous avez mise sur le site de Qu'est-ce qu'un représentant des usagers? Oui. Je me suis empressé le jour même de l'envoyer dans les établissements, dans les 2 établissements avec lesquels je suis représentant d'usagers, en leur demandant d'en faire bon usage. J'attends les prochaines réunions de commission pour voir ce qu'il en est. Non, mais tout à fait, mais c'est des petites pierres qui permettent, peut-être que quelques usagers le verront dans une salle d'attente, mais la prochaine fois, quand vous arrivez, en fait, ils sauront à qui ils ont affaire et c'est comme ça qu'on va réussir à gagner du terrain et que les usagers reconnaîtront les RU. D'accord. Encore une fois, je trouve que c'est bien tous ces outils, mais par exemple en HAD, quand on est en hospitalisation à domicile, c'est difficile de pouvoir les exploiter au mieux et de les communiquer auprès des usagers. Surtout avec une barrière parfois. Oui, tout à fait. On a la particularité du HAD, on en a conscience, d'où ce webinaire aujourd'hui aussi proposé dans le cadre de notre partenariat avec le réseau santé qualité risque. Quand on a entendu l'HAD, on s'est dit oui, effectivement, il faut faire quelque chose, puisqu'on sait que c'est au sein de ce grand ensemble de RU en établissement, c'est quand même, vous êtes sur un positionnement qui est très très particulier, donc on essaye de faire ce qu'on peut, mais en tout cas on en a connaissance. Vous inquiétez pas à ce niveau-là, on sait qu'il y a des choses à faire pour vous aider un petit peu plus et à avancer sur ces questions-là. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, du coup, au niveau de la 3e et dernière partie, donc la nouvelle certification en quelques points. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans le détail, c'est juste de vous présenter les grandes lignes. Si vous souhaitez des infos un peu plus pointues, n'hésitez pas, on laissera nos adresses mail à la fin du diaporama. Donc, pour la nouvelle certification, il y a une certification V1, V2, V2 2007, V 2014. C'est des certifications qui sont revues régulièrement par la Haute Autorité de Santé. Donc, avec une entrée en vigueur en novembre 2020 de la nouvelle certification. Donc, c'est la certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Avec des premières visites de certification qui ont eu lieu en septembre 2021 et quelques établissements qui sont passés au printemps, qui étaient des établissements pilotes, donc qui sont passés les premiers et qui ont permis à la HS, du coup, d'ajuster leur référentiel. Les enjeux principaux, c'est l'engagement du patient, la culture de l'évaluation de la pertinence et du résultat, le travail en équipe et l'adaptation aux évolutions du système de santé. Le référentiel, donc, qui se découpe en 3 parties, une partie sur le patient, une partie sur les équipes de soins et une partie sur l'établissement de santé. Au niveau du chapitre 1, du chapitre relatif aux patients, en fait, le manuel de certification sera décliné en plusieurs objectifs. Donc, on aura le patient est informé et son implication est recherchée, avec différents critères qui sont derrière ce grand thème. Le patient est respecté. Les proches et ou les aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient. Et les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge. Donc, à chaque fois, c'est plusieurs objectifs qui sont déclinés en plusieurs critères pour aller un peu plus dans le détail. Au niveau des équipes, les experts iront voir donc la pertinence des parcours, des actes et des prescriptions, si elles sont argumentées, partagées avec le patient. Est-ce que les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge? Est-ce que les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique? Et est-ce que les équipes évaluent leur pratique, notamment au regard du suivi des résultats cliniques et de leur patientèle? Ensuite, au niveau de l'établissement de santé, est-ce que l'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire? Est-ce que l'établissement favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement? Est-ce que la gouvernance fait preuve de leadership? Est-ce que l'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences?
Ensuite, est-ce que les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance? Est-ce que l'établissement dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté? Et enfin, l'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins. Donc, on a le manuel de certification. Donc, je vous l'ai remis ici. Donc, c'est plusieurs chapitres. Donc, le patient, l'équipe et l'établissement, qui sont déclinés en plusieurs objectifs, eux-mêmes déclinés en plusieurs critères. Donc, les objectifs, c'est ce que je vous ai énoncé du coup juste avant. Si on prend un exemple, par exemple, le chapitre 1, le patient, on a l'objectif 1.2, le patient est respecté. On retrouve dans cet objectif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 critères. Donc, on a, est-ce que le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité? Est-ce que le patient mineur bénéficie d'un environnement adapté? Est-ce que le patient vivant avec un handicap bénéficie du maintien de son autonomie tout au long de son séjour? Voilà, vous avez plusieurs, du coup, critères au regard de cet objectif. Et donc, si on reprend par exemple le critère 1.2-01, le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité. Vous avez un paragraphe qui explique ce critère et les éléments d'évaluation. Qu'est-ce qui va être demandé au patient? Donc, du point de vue du patient, les conditions d'accueil et de prise en charge vont respecter sa dignité et son intimité. Donc, ça, c'est ce qu'on va demander au patient. On ira lui poser la question. Et est-ce que les professionnels ont respecté sa dignité et son intimité? Et ensuite, au niveau des observations, c'est là où tout à l'heure, je vous présentais un peu quelles actions vous pouvez mettre en place dans vos établissements. Au niveau des observations, les experts visiteurs iront voir si les équipements et les locaux garantissent la dignité des patients. Est-ce que les pratiques garantissent la dignité des patients? Donc ça, c'est ce que vous pouvez déjà, vous, pour préparer la visite de certification, aller voir. Est-ce que selon vous, les équipements et les locaux garantissent la dignité des patients? Au niveau des méthodes d'évaluation, donc on a le référentiel, donc avec une partie sur le patient, une partie sur les soins, donc l'équipe, une partie sur l'établissement de santé. Donc les différentes méthodes, si on prend la première partie sur le patient, ce sera essentiellement la méthode du patient traceur. Une partie sur les soins, l'équipe, ce sera essentiellement du parcours traceur avec du traceur ciblé. Une partie sur l'établissement de santé, ce sera la méthode audit système avec du traceur ciblé. Et les observations que vous allez voir du coup dans toutes les méthodes, elles sont vraiment concomitantes à toutes les méthodes. Donc, si on revient un petit peu sur la méthode du patient traceur, donc c'est une évaluation qui est menée par un expert visiteur médecin. Et c'est une évaluation qui est menée au moyen d'une grille d'évaluation adaptée au profil du patient. Souvent, ça dure environ 2 heures. Avec les différentes étapes, donc l'identification du patient, par exemple, on va prendre un patient en hospitalisation à domicile, on va informer le patient, on va recueillir son consentement. Les experts visiteurs vont aller rencontrer le patient, lui poser des questions sur sa prise en charge. Ensuite, il ira rencontrer l'équipe et en fera la synthèse. Et donc, c'est là où on verra les points forts et les axes d'amélioration. Vous pouvez, dans la méthode du patient traceur, c'est ce que monsieur Abraham disait tout au début en se présentant, il a réalisé un projet du coup qui se nomme patient traceur pour tous. Donc l'objectif, c'est que n'importe quel professionnel de l'établissement et donc aussi les représentants des usagers, vous pouvez réaliser cette méthode du patient traceur en binôme, voire en trinôme. On conseille de le faire dans un premier temps en binôme. Vous pouvez du coup vous dire, bah voilà, je vais me lancer sur la méthode du patient traceur, je vais aller poser des questions au patient, comme on a vu tout à l'heure, sur l'intimité et la dignité, sur la bientraitance, sur sa prise en charge médicamenteuse, etc. Vous pouvez lui poser des questions, aller rencontrer l'équipe pour voir un peu comment ça s'est passé et réaliser la synthèse. Donc ça, vous pouvez également vous impliquer via ces méthodes d'évaluation.
Au niveau de la visualisation des résultats, donc en fait, les résultats seront du coup sous forme de diagramme radar comme on le voit ici à l'écran, par objectif. Et donc, ça peut se faire également par chapitre, par secteur, par population, par mode de prise en charge, etc. Vous avez vraiment des résultats sous forme de diagramme radar. Et toujours, une publication des résultats sur le site de l'établissement de santé concerné, une diffusion publique via l'AHS et Scope Santé et au niveau de l'ARS. Pour vous aider, enfin pour en savoir plus, en juillet 2015, l'AHS avait sorti un petit guide sur s'impliquer dans la certification pour faire valoir le point de vue des usagers. Donc, c'est vraiment un guide à destination des représentants des usagers, mais qui a été élaboré par des représentants des usagers. Donc, des représentants des usagers ont été impliqués pour réaliser ce petit guide. Je vous ai mis du coup, si vous cliquez, vous avez le lien pour y accéder. Ensuite, vous pouvez retrouver sur le site internet de l'AHS donc tous les documents, le manuel de certification, les fiches descriptives, les fiches pratiques, notamment celles destinées aux représentants des usagers, le guide d'entretien des experts visiteurs avec les représentants des usagers et les fiches pédagogiques avec l'évaluation de l'engagement patient et usager, des modules de e-learning, des supports de présentation, des documentations et des affiches. Je vais peut-être vous montrer si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà, vous avez les fiches pratiques, du coup, les représentants des usagers pour la qualité des soins, ce qu'il faut savoir, oser s'impliquer dans la certification, pourquoi et comment. C'est également, vous pouvez retrouver quelques informations là-dedans. L'implication des usagers, donc depuis les différentes certifications. Et non, c'était pas ça que je voulais vous présenter, c'était plutôt... Voilà. Non, moi, je ne l'ai plus. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir. Je voulais vous montrer justement... Hop. Alors, voilà, c'est là. Hop, ça doit être juste après. Et donc, voilà, après, vous avez le guide d'entretien des experts visiteurs avec les représentants des usagers. Et donc, vous avez voilà, des exemples de questions qui peuvent vous être posées donc pour vous aider à préparer la visite de certification. Vous avez du coup des exemples de questions qui peuvent vous être posées lors de la visite. Donc, à chaque fois avec des exemples de questions, mais aussi des réponses pour vous aider à préparer justement les entretiens. Donc, ça, vous le retrouvez dans le manuel de certification. Voilà, les fiches pratiques sont juste ici et le guide d'entretien également. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Moi, j'ai une remarque à faire. Je pense que c'était très intéressant de savoir comment se passe le processus de certification, mais je pense qu'en tant que représentant des usagers et par expérience, je me demande si notre vocation n'est pas quand même d'abord de se faire connaître pour se faire reconnaître, et ensuite plutôt de défendre
l'humanité dans tout ça, parce que tout le monde est dans les papiers, tout le monde est dans les dossiers, tout le monde est dans les fiches, tout le monde est dans les protocoles, et on s'aperçoit quand on rencontre les gens, quelles que soient les institutions, que ce dont souffrent le plus les gens, c'est le manque d'écoute et le manque d'humanité. Alors je ne me vois pas bien rentrer dans un processus de patient-traceur, parce que j'ai fait ça il y a quelques années, mais je pense que je me demande si les représentants des usagers, ce n'est pas essentiellement appelé à essayer de défendre un souci d'humanité et de gardien de l'humanité des personnes dans les différentes structures. Ces propos n'engagent que moi. Oui, après, la méthode du patient traceur, elle permet quand même pour vous de connaître un peu le ressenti des patients sur leur prise en charge, sur la manière dont on les implique dans leur prise en charge, etc. Donc, c'est quand même une porte d'entrée pour vous, de connaître un petit peu le ressenti des patients. Mais je rejoins tout à fait vos propos parce que, en fait, nous, on arrive là épisodiquement. Je vais reprendre un exemple un petit peu cruel des EHPAD. Dans les EHPAD, quand on sait qu'on va avoir un contrôle, on met tout sur pied. Moi, je sais que dans un établissement où je siégeais, on nous a dit attention, on va avoir, et tout le personnel que je connaissais par ailleurs avait été bien briefé en disant bon, attention, hein, faites gaffe, là, hein, plus de conneries, plus de ceci, plus de cela. Voilà. Donc, bon. Après, nous, si on est suffisamment armés pour faire sortir les problèmes, bon, c'est au jour le jour, c'est au quotidien, avec les remontées des réclamations, c'est tout. Mais les réclamations, par exemple, en HAD, malheureusement, les réclamations qu'on peut recevoir, que ce soit directement, rarement ou directement au représentant, mais plus souvent à la direction, c'est après, c'est quand le patient est décédé ou quand les soins ont cessé, même s'il n'y a pas eu de décès, qu'on nous dit ah bah oui, mais il y avait ça qui n'allait pas. Et quelquefois, ce qui n'allait pas, c'était dû au fait que la maison n'était pas adaptée, qu'elle n'était pas accessible ou qu'elle était mal chauffée. Donc, il y a des choses qui nous échappent totalement. On ne peut pas tout faire non plus. Oui, ça c'est sûr. Après, il y a des actions, vous n'allez pas avoir de pouvoir sur certaines actions. Après, il faut surtout se centrer sur les actions auxquelles vous pouvez Exactement. Derrière vous impliquer et changer les choses. Ouais. Donc voilà, l'idée vraiment cet après-midi, c'était de vous présenter la certification, le processus de certification, comment vous impliquer, etc. Si vous avez des questions par la suite ou même d'ici quelques mois, n'hésitez pas, soit France Asso Santé ou même nous au réseau, on peut y répondre sans souci. Après, si vous souhaitez des formations un peu plus poussées sur la certification, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. C'est vrai que là, c'était vraiment une formation vraiment pour poser le cadre de la certif, comment vous impliquer, etc. Après, si vous voulez aller un peu plus dans le détail, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut essayer de voir avec France Asso Santé si on peut vous proposer quelque chose d'un peu plus poussé si vous avez besoin. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça a été clair? Est-ce que... Oui. Il faut dire que c'est pour HAD. Oui, c'est clair. Non, c'est clair. Et puis quand on nous parle comme ça, on sait exactement où on en est et où est-ce qu'on se situe, entre guillemets. Mais c'est vrai que dans les grosses institutions, c'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu postuler là-bas, c'est très difficile d'avoir sa place et de se faire reconnaître. Oui, oui, ça c'est sûr. En fait, plus l'établissement sera grand, si on prend un CHU ou un CH, c'est vrai que c'est plus difficile pour vous en tant que représentant des usagers de vous faire connaître. Après, l'idée, c'est aussi, du coup, vous êtes à plusieurs, peut-être de réaliser des binômes. Là, en HAD, l'idée, c'est peut-être aussi
de déjà prendre contact avec vos responsables qualité, voir un peu quelles actions vous pouvez mener. Pourquoi pas téléphoner aux patients, savoir si vous pouvez passer au domicile, connaître un petit peu leurs ressentis, etc. Essayer de regarder un peu les observations. Enfin, il y a quelques idées qui peuvent être mises en place. Après, sachant qu'on n'a pas encore, enfin nous, on est un peu, on est un peu déçus parce qu'il n'y a pas encore d'établissements d'HAD qui ont passé leur visite de certification. Donc, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience là-dessus. On a eu un retour d'expérience d'un expert visiteur de la région. Si jamais ça peut vous intéresser, hein, on a le replay si vous souhaitez voir un peu le point de vue d'un expert visiteur dans la région qui a passé plusieurs visites de certification. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le retour spécifique d'une visite en hospitalisation à domicile pour justement essayer de répondre à ces interrogations sur voilà, comment ça se passe à domicile, comment s'y prennent les représentants, les experts visiteurs, etc. Dès qu'on a l'info, on vous enverra. De toute façon, c'est mis une alerte aussi auprès de notre fédération et d'autres structures régionales d'appui au niveau national. Mais dès qu'on a l'info, on n'hésitera pas à vous donner le retour d'expérience de l'expert ou de l'établissement qui a passé sa visite de certification. Oui, une petite précision. J'avais participé lors de la précédente certification. On m'avait demandé à l'HAD, on m'avait donné une liste de numéros de téléphone de personnes à contacter, des gens qui avaient été des parents de patients qui étaient encore en soins, ou qui étaient décédés, avec leur accord. Ils avaient donné leur accord pour que le représentant d'usager que je suis les appelle. Et ça avait été très, très, très intéressant. Moi, j'avais une grille à remplir. Je leur posais des questions, donc toujours les mêmes à toutes les personnes. Et c'était très intéressant. Il y a 2 fois où je me suis fait, mais vraiment presque injurié. Je me suis dit, bon, de quoi vous vous mêlez, enfin, bref. Mais sinon, bon, à part 2 personnes très, très, très. Bon. Pourtant, qui avaient été prévenus que je les appellerais, hein, et qui avaient accepté d'être appelés. Mais bon, elles en ont profité pour se soulager. Bon, c'est pas grave, mais c'était très constructif et je pense qu'au niveau des HAD, ça peut être une façon de développer notre rôle, qu'on nous donne, que les soignants qui viennent au domicile disent voilà, on va vous donner, est-ce que vous acceptez que monsieur Untel vous appelle tel jour à telle heure pour échanger avec vous si vous avez des choses que vous voulez dire sans que ça passe par nous. Vous voyez, qu'on soit vraiment les intermédiaires pour faire remonter au niveau de l'HAD, parce que quelquefois, c'est comme partout. Je vais pas dire que ça ne va pas, parce qu'après, ils vont m'en vouloir. Voilà. C'est ça, mais peut-être qu'en sachant que si c'est vous qui meniez l'entretien, entre guillemets, voilà, la parole va être un peu plus libérée et du coup, vous voilà, ça libère la parole, effectivement. À ce niveau-là. Voilà, merci. On pourrait peut-être justement avoir une autre visio quand vous aurez une personne ou 2 qui auront déjà fait qui auront déjà passé la certification en HAD. Comme ça, on pourra échanger avec eux en direct. C'est vrai, on se l'est mis en tête et en alerte dès qu'on a, même si c'est hors région, dès qu'on a un établissement HAD qui a passé sa visite de certification, on essaiera de vous faire un retour. Parce que c'est vrai que là, même l'expert visiteur qui est intervenu pour nous, il était un petit peu embêté parce qu'il n'y avait pas l'info au niveau de l'hospitalisation à domicile. Mais l'idée, oui, c'est dès qu'on a les infos de ce côté-là, on vous interpellera et puis on vous fera ce petit retour d'expérience côté établissement et si on peut côté expert visiteur également, comment ils ont mené la visite dans les structures d'hospitalisation à domicile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien, parfait. Non. Du coup, c'est clair. On vous envoie le PowerPoint suite du coup à cet après-midi de sensibilisation. Et puis, n'hésitez pas, on a laissé nos coordonnées si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous interpeller si besoin. Et puis, bon après-midi à tous. Merci pour vos interventions. Maintenant qu'on vous a vu en image, on n'hésitera pas à vous solliciter. Voilà, c'est ça. Ça va beaucoup mieux quand on voit les personnes. Oui. C'est sûr, ça change tout. Ça change tout.
Vous vous rappelez, D'accord. je Surtout rappelle- qu'on n'a pas de masque en plus, c'est bien. En plus, oui. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au Bon revoir. après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Hop, voilà. C'est bon.